merci, bienvenue. Je m'appelle Naja, je travaille au CCPD et aujourd'hui, c'est notre premier événement dans une série, c'est les perspectives des 10 années de cette crise. On voulait soulever le fait en avril. Ça va être le moment que c'était une crise de santé publique en Colombie-Britannique, cette déclaration officielle. Alors, on a décidé pour les prochaines quelques mois, on va faire les entrevues ou des entretiens un à un avec les personnes qui ont eu un vécu avant, pendant et puis pas après la crise, parce que la crise n'a pas terminé, mais qui continue. On veut cette perspective de plus que 10 ans. Pourquoi cette crise continue? Comment nos perspectives ont changé? Qu'est-ce qu'on fait euh, en amont pour les prochaines années? Alors aujourd'hui, on a Lisa Lapointe avec nous. Depuis 13 ans, elle travaille avec le coroner de chef en Colombie-Britannique. Elle a été vraiment découragée par l'approvisionnement des drogues toxiques et l'inaction du gouvernement. Alors, merci beaucoup d'être ici avec nous, Lisa. Et Lisa va être questionnée ou Jodie Patterson va faire les entrevues et poser des questions. Et ça fait plus que 15 ans qu'elle est journaliste et elle est vraiment dédiée aussi dans les luttes des droits pour les personnes travailleuses du sexe et contre la crise de l'approvisionnement des drogues toxiques. J'aimerais bien que tout le monde s'enregistre à notre prochain webinaire. C'est le 11 février. À 10 heures l'heure de Pacifique, 1 heure l'heure de l'Est. On va discuter la réduction de risque et méfaits dans les raisons des personnes noires et autochtones. Pendant la présentation, je vais fournir le lien pour la prochaine dans le clavardage. Vous pouvez nous suivre dans les réseaux sociaux, Instagram, sur notre site web aussi. Vous pouvez aussi s'inscrire pour notre infolette. Nous avons juste 1 heure aujourd'hui. Alors, j'ai vraiment hâte à débuter notre discussion. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Merci à Coop Largo pour l'interprétation. Et Jody, c'est à vous pour commencer cet entretien. Merci, Naja. Lisa, je suis tellement hâte d'avoir la chance de parler avec toi aujourd'hui. Vous avez tellement un visionnement critique. Alors, vous étiez le coroner pendant 13 années très critique au Colombie-Britannique. Alors, j'aimerais juste savoir en général, c'est quoi le rôle du coroner du chef? Ça avait l'air de quoi quand vous étiez là, quand vous travaillez là et quand la crise a commencé? Alors, merci beaucoup pour l'invitation d'être ici avec vous aujourd'hui. Je veux vraiment remercier le CCPD pour l'invitation et merci pour tout le monde d'être ici. Et moi, je joins de Colombie-Britannique, Victoria. Et vous connaissez que c'est les territoires non cédés des peuples slaviques. C'est en regardant avec un peu de recul quand la crise était officiellement déclarée en 2016. Nous qui étions dans ces places qui avaient eu un impact ou des postes plus d'autorité pour répondre à cette crise, on n'avait aucune idée. On n'aurait jamais pensé que 10 ans après la déclaration de crise, on n'a toujours pas répondu pour vraiment aider, changer la crise. Le rôle du coroner, c'est vraiment de faire une investigation sur tous les décès non naturels et qu'on connaît pas. Alors, quand on parle des décès causés par un toxicité des drogues, c'est vraiment le coroner qui va suivre. Alors, c'était au-dessus de 300. Souvent, c'est des enjeux de l'héroïne, cocaïne, qu'on parle de à causer par un mélange des drogues, les drogues toxiques, une toxicité des drogues. Et c'est vraiment plus tard qu'on a commencé de voir l'entrée du fentanyl. C'est 3 hommes qui sont décédés en Colombie-Britannique à cause du fentanyl. Et c'était un fentanyl non prescrit. C'est un opiacé qui est utilisé pour un antidouleur extrême, qui est une médication prescrite. Et ça, c'est les
trois hommes à pas une prescription et c'était les personnes connues qui consommaient des différentes substances. Alors, on a pu regarder. Alors, puis en 2012, pour les prochaines décennies jusqu'à maintenant, on a vu une augmentation en les décès. C'est plutôt l'implication de fentanyl. Et c'est une crise de fentanyl. C'est pas, on parle pas de prescription, c'est le fentanyl qui est créé dans les marchés noirs. Alors, on parle pas de manque de prescription, c'est vraiment les laboratoires qui ont pas une manière de contrôler. Le- quand on parle de niveau provincial, l'officier de santé publique a dit que c'est en 2026 une situation de crise de santé urgente. Et puis, il avait le droit finalement de prendre les informations des hôpitaux, des services coroners, etc., pour essayer d'avoir une vision de l'ensemble de qu'est-ce qui se passait. Et ça a aidé. On a des bonnes données. Par contre, on sait comme où les personnes meurent, qui meurt. Et ça n'a pas changé. C'est juste les réponses du secteur public. C'est vraiment décevant. Alors, on a commencé en 2016 et vous avez dit que tout le monde pensait que oui, on va avancer, on va trouver des solutions. Et quand est-ce que vous avez réalisé que ça va pas être, on va pas trouver des solutions avec cette déclaration de crise? Alors, en 2016, on a eu plus que 900 décès à cause des drogues toxiques en Colombie-Britannique. On n'aurait jamais pensé que presque 1000 personnes vont mourir à cause de la toxicité de l'approvisionnement de drogue. Et ces chiffres augmentent et augmentent et les personnes qui ont eu des expériences non mortelles des drogues toxiques augmentent aussi. Et le monde va à l'hôpital, etc. Alors en 2017, le chef coroner peut faire comme un panel. On parle des décès d'autres provinces longues. Alors, rassemble les différents experts parce que les coroners ne sont pas des experts dans tout sujet. J'ai apporté un panel des experts. J'ai inclus la police, la, la- les acteurs dans la santé publique. On avait 5 autorités sur la santé. On parlait aussi des Premières Nations, la ministre d'Éducation, environnement, plusieurs qui avaient un rôle à jouer pour répondre à cette crise. Et on a dit, regardez nos données. Ça, c'est tous les données que nous avons sur les personnes qui meurent, comment. Et qu'est-ce qu'on fait? Et puis, en 2017, il y avait des bonnes recommandations qui sont sorties de ce groupe. Un, le plus important que je souviens pour répondre, c'était vraiment d'avoir le traitement réglementé, d'avoir les standards provinciaux pour le traitement et avoir des évaluations. Et quand les personnes qui ont le traitement, et on n'a jamais eu d'implication et on n'a toujours pas de standard, aucune manière d'évaluer les manières de traiter. Et tous ces programmes de traitement, on n'a aucune manière d'évaluer. Alors, il y a tellement de personnes qui s'impliquent dans ces crises, des personnes qui créent, écrivent ces politiques, qui parlent traitement, 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 au lieu de réduction de l'effet. Comme c'est simple de faire juste traitement. On a juste besoin de traiter les personnes et puis on va mettre fin à la crise. Et non, on voit après 10 ans, non, c'était pas une réponse qui a pu mettre fin à cette crise. Quelque chose qui, je trouve difficile ou mélangeant, on parle au niveau politique, il parle de l'importance du traitement, de forcer les personnes même à rentrer, de se faire traiter. Et comment s'il parle de même, comment s'il peut pas réglementer ces traitements, évaluer? Ouf, c'est une question. Moi aussi, j'ai la question. Et j'ai toujours pas la réponse, malheureusement. J'ai jamais eu une bonne réponse à cette question. J'ai posé la question plusieurs fois. Notre gouvernement, ici en Colombie-Britannique, il attend de, ce financement de traitement, mais de vraiment savoir c'est quoi un lit dans un traitement. On voit depuis 2017, ils ont rajouté plus que 600 lits. On parle pas des êtres humains, on parle des lits physiques. Alors, ça aide combien de personnes, ces lits? Et les personnes qui ont pu accéder aux ces lits de traitement, hein, c'était quoi les ressorts? C'est quoi? Est-ce qu'ils ont pu compléter leur traitement? C'est quoi les...
l'effet de ce traitement. Est-ce que ces personnes sont encore en vie à cause de ces traitements? Comme coroner de chef, je sais que plusieurs personnes qui ont décédé ont passé à travers les traitements. Peut-être pas juste un, deux fois, mais à plusieurs reprises. C'est un élément qui retourne, c'est une condition de santé que les personnes reviennent. C'est un défi complexe. Alors, il y a des rechutes. Et malheureusement, si vous avez un système de traitement qui regarde juste de vraiment pas consommer, parce qu'ils vont juste s'abstenir, non, les personnes qui utilisent les opiacés, après 3 jours, ils vont plus avoir juste, et puis la tolérance descend, et puis si on consomme encore, les risques de décès augmentent énormément. Alors, les traitements de l'abstinence, c'est vraiment pas facile. Il y a plus de rechutes. On voit pas le succès. Est-ce que ça a pu même empirer cette crise parce que la vulnérabilité des personnes ont augmenté? Même si une personne peut avoir accès au traitement financé publiquement, ici en Colombie-Britannique, c'est vraiment difficile. Il y a juste 682 lits qui sont financés publiquement. Il y a des fils. Comme vous avez entendu, je pense que plusieurs personnes ont déjà entendu parler, il y a des fils que le monde attend pour recevoir leur traitement, le traitement volontaire, le monde qui choisissent leur traitement. Même si une personne est capable de faire toute la programmation de traitement, non, non, ils vont payer de leur régime de retraite. Ils n'ont pas de l'argent pour ils juste payer pour le traitement de conseiller, avoir une thérapie. Plus, c'est difficile, c'est un défi complexe. C'est à longue durée. Les personnes qui ont des enjeux de dépendance, ça prend longtemps. Et oui, on parle de traitement, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent passer. C'est pas juste traitement dans ces lits qu'on parlait de ce traitement-lit. Et oui, on sait que c'est une condition qui peut avoir des rechutes. Et on sait que c'est une condition de santé, en théorie, avec la recherche, etc. Peu importe, comme tous les autres enjeux de santé, ce n'est pas traité de la même manière à cause que cette substance consommée est criminelle, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment l'enjeu qu'on voit. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux? Non, pfouf, c'est trop large. Cette question, je peux parler pour toute la journée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux faire? Mais un des défis principaux, la loi sur les substances contrôlées, c'est vraiment sur la loi sur les opiacés des 1800, hein. C'était jamais basé sur la preuve. Et les personnes pensent que nos lois sur le contrôle des substances et les drogues sont créées à cause de la recherche. Et non, 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 c'était toujours à cause du contrôle, du racisme. On parle des personnes autochtones, puis les personnes de milieu asiatique qui avaient l'accès à l'opium, etc. Alors, on dit année après année que c'est pas basé sur la preuve, ces lois. Et selon moi, après mon implication dans cette crise depuis trop d'années, il y a eu des efforts faits par les gouvernements de vraiment rendre ces personnes qui consomment que c'est des mauvaises personnes. Ça, c'est les méchants. Alors, on a faut reconnaître que c'est un jeu de santé. On ne sait pas qu'on gère les personnes criminelles, les personnes qui ne sont pas comme nous. Vous le savez, tu es une personne qui fait l'investigation de milliers de morts qui sont le toxique, qui sont des drogues toxiques. C'est les personnes juste comme nous. C'est nos collègues, c'est nos voisins, voisines. Et cette idée que c'est les mauvaises personnes et que c'est les personnes qu'on veut pas
Et puis, il y a une campagne de réduire cette stigmatisation. Et non, c'est les gouvernements, c'est le plus coupable dans ces enjeux de stigmatisation. C'est peu importe, on parle d'autres crises de santé. Dans notre province, on parle jusqu'à 7 personnes par jour. Mais le taux a descendu, mais on perd presque 5 personnes chaque jour au Colombie-Britannique à cause de toxicité de l'approvisionnement des drogues. Et s'il y avait un enjeu semblable, c'est le gouvernement utiliserait chaque expert, tous les ressources nécessaires de répondre à une crise à ce niveau. Et ils l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que moi, je crois que le gouvernement pense vraiment que c'est des vilains qui meurent et vraiment le gouvernement, c'est coupable d- et responsable pour cette stigmatisation. Et la prochaine question, c'est vraiment que les personnes consomment pour plusieurs raisons. Des fois, c'est la douleur, c'est un enjeu de santé extrême. Il peut y avoir tellement différents types de raisonnements pourquoi les personnes utilisent ces drogues. Et c'est vraiment facile de euh, arriver à un point de dépendance avec les opioïdes, des opiacés, et puis à cause des récepteurs dans les cerveaux, ces enjeux scientifiques, c'est assez dur de faire ce sévrage. Et comme moi, un observateur de l'extérieur, toi, t'es le coroner, toi, t'étais à un jeu que vous pouvez bouger les affaires, que ça déplace plus facilement, et non, vous avez décidé de quitter et de déménager ailleurs pour peut-être avoir plus d'influence parce qu'il n'y avait pas assez d'influence au poste de coroner. Est-ce que c'est ça? Oui, je me sentais vraiment frustrée. Coroner de chef, j'ai fait 3 différents panels de regarder la révision des décès avec des professionnels, avec une expertise dédiée, vraiment d'investiguer. On avait plein d'experts ensemble. Et on regardait les meilleures pratiques à travers le monde et ces experts avaient des bonnes recommandations. Tellement de recommandations de partager avec le gouvernement. On a fait 3 panels différents avec les différents acteurs. Et c'était pas juste décider d'être conformé à certaines analyses, c'était plusieurs personnes des différents milieux, les autorités de santé et de différentes expériences. Et le gouvernement n'a jamais pris à cœur pour répondre à ces recommandations ou de faire des plans d'action pour suivre ces recommandations. Alors, c'était vraiment frustrant. J'ai pas juste quitté pour cette raison. J'avais l'intention de prendre ma retraite au 3e trimestre. Ou, c'est ce que j'avais. Et c'est quand même, on peut pas rester à ce job de coroner de chef à l'infini. Il faut avoir d'autres personnes qui s'impliquent. Et moi, j'ai pu maintenir mon implication plus militante dans ce milieu. Alors, après 10 ans, c'est quoi les directions? Qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu peux nous encourager? Est-ce que tu as des éléments positifs? On est ici, on veut ces éléments, Lisa. Euh, on voit, il y a des différents groupes importants comme les mères qui arrêtent le tort sur Moms Stop the Harm, différents comme le CCPD, d'autres groupes locaux ou nationaux. Il y a des personnes qui se mobilisent, des personnes avec l'expertise, les connaissances. On a même notre officier de santé provincial, Henry. Ça a pu souligner encore une fois, c'était quoi nos recommandations de ces panels de révision des décès, Death Review Panel. Je veux parler d'une des recommandations, c'est qu'on connaît l'approvisionnement plus sécuritaire ou des alternatives pharmaceutiques aux drogues illicites. Parce que dans nos panels, un des membres a dit clairement, jusqu'à temps qu'on peut ou que les personnes peuvent faire une séparation d'un approvisionnement de drogues toxiques sur lesquelles ils sont dépendants, sur lesquelles ces personnes consomment et utilisent, on va jamais être capable de répondre à cette crise d'une manière qui va avoir um,
la preuve. Et parce qu'on n'a pas de preuve que le traitement basé sur l'abstinence marche. Oh, alors, puis on regarde le volume. On parle de l'accès aux soins de santé. On parle du traitement pour la consommation des différentes substances. C'est dur à accéder quand on parle des soins de santé. Et juste, on lutte pour trouver un médecin famille. Alors, oublie ça de vraiment trouver un traitement pour des centaines de personnes. Et nous savons que le traitement d'abstinence, ou juste le traitement, c'est pas facile. Et le monde a des rechutes. Il faut passer à travers pour plusieurs reprises. Et on a fait des recherches. Santé Canada a publié nos résultats de comment on peut réduire les dépendances, avoir moins de décès, moins d'arrestations, moins d'enjeux de désordre social, les meilleurs ressorts de santé pour les personnes. Parce qu'ils vont venir à un lieu clinique pour recevoir une prescription de consommer leur drogue. C'était un modèle de suivre la prescription. Ils pourraient entrer en contact avec les professionnels de la santé, avoir une pièce d'identité. Et il y a eu beaucoup de succès avec ces programmes. Et il faut que je vous explique. Et je pense que beaucoup de personnes, peut-être à la misère de mieux comprendre ces enjeux. Il y a cette idée que les personnes qui décèdent sont les personnes les plus vulnérables. Et c'est ces personnes qui sont les plus vulnérables, qui vivent dans les places plus isolées, les personnes déjà marginalisées. Mais puis là, on commence à voir les personnes qui décèdent, sont pas dans le Downtown Eastside en Vancouver. Non, c'est plus dans les quartiers à travers la province, des quartiers plus de classe moyenne ou quartiers plus riches, des zones plus ruelles. Les enjeux de toxicité des drogues, c'est pas un enjeu juste à Vancouver ou les grandes villes. Non, non, non. C'est vraiment pas juste les personnes qui vivent dans les situations précaires, c'est les personnes à travers le monde. Il y a, avec toute la population dans notre province, il y a plus que 200 000 qui consomment, qui sont peut-être dépendants sur ces drogues et ont besoin d'avoir un accès à ces drogues. S'ils peuvent avoir un accès à l'approvisionnement plus sécuritaire de leurs drogues, ça serait mieux. Et par contre, c'est juste les personnes qui vivent dans les zones urbaines, les personnes qui ont eu un diagnostic officiel. Alors, quand on parle de plus que 250 000 personnes à risque ici en Colombie-Britannique, et ça, c'était une estimation faite d'un de nos pandas, il n'y a pas beaucoup de personnes dans notre province qui peuvent avoir accès à l'alternative pharmaceutique, même si la preuve, la recherche a pu démontrer que c'est une manière excessivement ou beaucoup plus efficace de garder les personnes en vie, avoir une chance de stabiliser, reconnecter avec leur famille, leur réseau, leur vie, etc. Et on parle de, moi je dirais, c'est une réaction politique à un enjeu de santé. Et vous le voyez aux États-Unis, que certaines conditions de santé sont politisées. On n'a pas déjà vu ça au Canada, je pense. On n'a pas les politiciens qui vont décider comment le cancer des seins vont être traités. C'est comme, non, pas de chirurgie, juste la radiation. Non, non, non. Ils vont pas dire quoi faire aux femmes pour leur traitement ou aux médecins. Alors, pourquoi est-ce que les politiciens sont impliqués dans ces questions et comment est-ce qu'on peut les arrêter que leurs visionnements sont? Et c'est un défi de changer les idéologies, évidemment. C'est quelque chose que j'ai trouvé très frustrant. C'est que il y a tellement de personnes qui pensent qu'il faut punir les personnes. Et l'historique démontre que la criminalisation des drogues ou des personnes qui consomment les drogues était supposément le manière le plus efficace à répondre. Mais non, c'est un échec. Plus que 50 000 personnes sont décédées à cause de la toxicité des drogues dans notre pays depuis
20 l'année 2016. Alors, c'est terrible. Et il y a tellement de programmes à travers le pays où les personnes qui peuvent avoir accès aux alternatives pharmaceutiques qui sont réglementées, suivies, évaluées, ont vraiment euh, un progrès. Par contre, c'est une idéologie qu'il faut surmonter que supposément on n'aime pas les drogues, on veut pas soutenir les personnes, on veut pas soutenir les alternatives ou un approvisionnement plus sécuritaire. C'est comme on fait la promotion de la consommation des drogues. Et non, c'est pas ça, évidemment. 50 000 personnes dans notre pays sont décédées à cause de la toxicité des drogues. Et les seules personnes qui bénéficient en ce moment, c'est la crime organisée et certaines de ces centres de traitement privés qui chargent énormément ces familles qui sont désespérées, ils veulent juste aider leurs proches pour s'améliorer. Il n'y a aucune preuve que c'est efficace, ces centres de traitement. Et c'est tellement bizarre, terrible, que ça c'est la réponse au crise de drogue, mais il n'y a pas de preuve pour démontrer que ça marche. Et les personnes qui bénéficient sont, on parle de crimes organisés. Et quand on parle de c'est quoi les manières efficaces et qui fonctionnent, c'est la réduction de méfaits, les sites de consommation supervisés ou soutenus. euh, Ça, c'est tous les affaires qui ont pu sauver des milliers de vies. Et si quelqu'un peut trouver une réponse de dire comment est-ce qu'on change les cœurs et les cerveaux de la public sur ces enjeux, il devrait gagner le prix Nobel. Pour nous, pour moi, c'est incompréhensible. Le monde ne veut pas regarder la preuve. Ça, c'est le paradoxe de la crise de l'approvisionnement des drogues toxiques. Les personnes pensent que quelque chose va fonctionner, même si ça n'a jamais fonctionné. Et je veux juste assurer qu'on parle de l'approvisionnement plus sécuritaire. Si on parle de changement des îles, les éléments de consommation, tous ces services, on a besoin de faire partie de la solution. Accès aux soins de santé, santé mentale, la, les, une habitation, un logement stable, sécurisé. Et ces éléments vont pas être bien vus quand on veut toujours quelque chose, une solution rapide, qu'on a juste besoin plus de personnes. Non, non, on veut une vraie réponse quand on parle au niveau des dépendances. Le public vont penser que, oh oui, le gouvernement va faire quelque chose pour prendre soin et faire répondre à ce problème. La première fois, quand le monde a argumenté contre l'approvisionnement plus sécuritaire, c'est parce qu'une jeune femme a, a pu chercher les drogues et était dans cette marché non contrôlé. Non, non. Les personnes veulent un milieu où il n'y a pas de drogue et qu'il n'y a pas d'accès aux drogues. Et non, non, on vit dans un monde que les personnes peuvent accéder tous les drogues qu'ils veulent. Est-ce que tu aimerais mieux que ton enfant peut accéder aux drogues sécuritaires qui étaient faites avec un bon dosage, dans un bon labo, ou est-ce que tu veux que ça soit juste accès à ces drogues dans la rue qui ne sont pas réglementées de tout? Non? Comment ça? Alors, si Lisa Laporte, si vous étiez la gérante de Colombie-Britannique ou le monde, qu'est-ce que toi tu ferais pour euh, rendre tout ça meilleur? Bon, je commencerai à euh, un peu m'élever parce que je serais à terre, tellement sous le choc. Il faut rassembler tout le monde qui a un impact de cette situation, les personnes qui consomment et leurs proches, leurs familles, leurs amis. Ça, c'est les personnes qui ont une expérience vécue et sont souvent pas écoutées, qui ont des opinions. Des fois, la police sont utiles, mais il faut pousser plus. C'est vraiment la police, des fois, prend trop de place dans ces enjeux. C'est pas des professionnels de santé. Et je peux vous dire,
les personnes, médecins qui veulent les meilleures politiques, les médecins sont frustrés. Les médecins veulent être capables de traiter leurs patients comme aux besoins, les besoins individualisés de leurs patients. Et ça devrait pas, ces traitements ne devraient pas être restreints par les politiques des flics ou des différentes restrictions des politiciens. Si tout le monde dit que c'est un enjeu de santé, ou pourquoi, si c'est pas un enjeu de santé, pourquoi est-ce qu'on a une loi spéciale? Bon, non, c'est la loi qui pense que on va sécuriser les personnes. Non, 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 c'est un enjeu de santé. Est-ce qu'on peut mettre nos ressources sur les réponses qui suivent les enjeux de santé et non pas les questions de loi, la criminalisation? On veut pas promouvoir la consommation, l'utilisation des drogues, mais c'est de reconnaître si les personnes vont utiliser, comment est-ce qu'on peut réduire les torts, les méfaits, les risques, comment est-ce qu'on peut leur aider de avoir tous les choix et rester en santé. Oui, il y a les efforts de prévention. Il faut financer les ressources de santé pour les personnes qui ont des genres de... C'est juste les soins de santé. Les soins de santé mentale sont manquants énormément. Et de regarder avec notre jeunesse dans les écoles. Un de mes fils, c'est une enseignante et ce ne fait pas partie des cours. L'apprentissage, elles ne savent pas. On n'a pas des conversations honnêtes par rapport aux drogues avec nos élèves. Et il y a une personne, Guy Fairchild, qui a une expérience vécue, qui a fait son sevrage, il consomme plus, il fait le plaidoyer, il parle à travers les promesses et le pays. Et c'est une personne qui parle comme une manière raisonnable. On parle des vraies personnes, on parle des personnes qui ont des difficultés, qui ont une expérience des torts, des traumatismes, comment est-ce qu'on va leur aider? C'est une manière de parler de manière avec du respect, avec du compassion, de essayer de rencontrer les personnes où ils sont et qu'est-ce que les personnes ont besoin. Je ne suis pas contre la police. On a besoin de la police pour différents enjeux au niveau provincial. Par contre, tous les ressources qui sont dépensés dans la police quand on parle de ces enjeux, de cette crise de santé publique, devraient être mis dans les enjeux de santé. Il y a un groupe en Vancouver qui fait les formations dans les écoles. Elle a, ils ont parlé à 40 000 élèves et étudiants de huitième année plus âgés. Elle pose ces questions. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Et plus que la moitié connaissaient pas qu'il y avait une crise de drogue toxique. Et c'est les jeunes qui se sont levés dans les dernières 10 ans et ils savaient pas qu'il y avait une crise. Et pour moi, c'est comme, si on veut parler de prévention, il y a beaucoup de styles de prévention, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut rassembler sur la prévention, mais avez-vous des idées pourquoi on fait pas de l'éducation dans ces écoles? Pas nécessairement les programmes DARE qu'il y avait, le DARE to Keep Kids Off Drugs. Non, non, pas le programme de DARE. Là, il y a la recherche qui démontre comme il faut pas faire peur du monde pour qu'ils consomment pas, ça ne marche pas. Il faut avoir l'éducation, les conversations honnêtes avec les jeunes. Comme on fait autour, on essaie de faire autour de la santé sexuelle. Quand j'étais à l'école secondaire, il y avait personne qui parlait de santé sexuelle. Il y avait beaucoup de grossesses non planifiées, avec la transmission des infections parce qu'on discutait pas, on savait pas. Et le monde disait que oh, si on discute pas, le monde va pas le faire. Mais non, c'est que c'est très illogique. Et c'est les gouvernements qui a pu implémenter ces programmes d'éducation, de pas juste informer la population étudiante, mais aussi la public en général. Souvent, c'est tellement c'est après que les personnes ont perdu une personne, il y a eu un décès et leur cœur est brisé. Il dit que j'ai porté pas attention à cet enjeu jusqu'à temps que mon frère, mon fils, mon ami a décédé. Et les personnes vont souvent penser qu'il y a juste quelques personnes qui sont en risque. Et le monde a besoin de comprendre que tout le monde est à risque de décès. Et les personnes peuvent
développer une indépendance après un accident au travail. Il peut avoir les douleurs qui continuent, et la prescription est terminée, il commence à chercher les drogues illicites du marché non réglementé. Des fois, les personnes ont eu une prescription et puis partagent leur prescription. Qu'est-ce qui a pu aider? Je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin de reconnaître. Les personnes ont les besoins, les consommations sont différents milieux de vie. Et il faut dire que nos gouvernements n'ont pas pu bien communiquer ces enjeux. Et à cause de stigmatisation, à cause de criminalisation, le monde ne va pas être public, le monde ne va pas partager leur vécu. Ils sont, ils vont pas partager la raison du décès avec personne non plus. Parce qu'il y a encore cette honte qui est impliquée. Et on a beaucoup de défis autour de ces enjeux, parce que cette honte est réelle. Et moi, quand j'avais mon rôle, j'ai essayé de repousser sur cette honte et cette culture. Et à travers le pays, j'ai réalisé que beaucoup des personnes, à cause de ces idéologies conservatrices, on commence à perdre la compassion. Il y a pas, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre pour acquis, la compassion. Et quelque chose qu'on trouve intéressant, c'est les petits groupes conservateurs. Et je ne peux plus penser à un parti politique qui va me soutenir. C'est comme tous les partis politiques, peu importe le côté du médaille. Mais je veux parler, Lisa, où est-ce que tu trouves les points de force, de espoir, Mom Start the Harm, différents groupes? C'est quoi les petits gains? On va changer nos dialogues. Qu'est-ce que vous avez vu? Alors, c'est vraiment de la mobilisation, c'est efficace d'avoir des messages. Peu importe la personne peut écrire à leurs représentants politiques, leurs MP, écrire aux nouvelles et dire que j'étais déçue par votre article. Quelque chose qu'on a pu... Désolée, votre interprète a un peu la difficulté avec la connexion de Lisa. Ça, le son coupe un peu, mais que c'était toujours l'objectif, c'est le monde avait besoin d'être sobre, arrêter de consommer. Les personnes ont une expérience problématique. Ces personnes, des fois, ont des crises de santé. Ça, c'est leur vécu. Nous avons besoin toutes et tous de changer nos idéologies. Et on a des différentes conversations. Désolée, j'ai la misère de comprendre ça. Et on veut soutenir les différentes mesures et des alternatives pharmaceutiques. Et on dit, on peut pas criminaliser les personnes, ça a jamais fonctionné. Si on veut soutenir quelqu'un pour qu'il soit plus sain et en santé, maintenant, vous l'arrêtez. Ça va pas leur aider dans leur vie, le fait qu'il y a un dossier criminel, ça dépend, peut-être ça va pas être le cas. Cette réponse a jamais fait. Et vous pouvez entendre que on a la preuve que les alternatives pharmaceutiques aident. Ça fonctionne.
Les personnes ont des défis, on lutte, mais le fait qu'on peut reconnecter. Les personnes ont besoin des ressources sentimentales, aller chercher un thérapeute. Et c'est terrible au niveau, c'est les personnes qui font, vendent les drogues, pas les personnes de la rue, les petits vendeurs de drogue. On parle de plus crime organisé, le trafic de drogue. Ils font, ils font des milliards et on a besoin. Oh, je pense qu'on peut faire une question de période de questions-réponses maintenant pour répondre à vos questions. Et désolé pour vous interrompre. On a des enjeux avec votre audio, peut-être parce qu'on a beaucoup d'événements. Je pense que est-ce que vous pouvez juste regarder votre connexion ou le vidéo? Um, des fois, c'est le vidéo. Peut-être si vous êtes sur Wi-Fi, c'est juste désolé, ça, votre son coupé beaucoup. Est-ce que c'est mieux? J'ai branché mon ordinateur. Est-ce que vous pouvez Est-ce que vous pouvez fermer la vidéo, ouvrir, fermer la caméra? Maintenant, vous êtes juste en sourdine. Désolée, Lisa, mais on vous entendait mal. Ouais, j'ai fermé l'audio au lieu du vidéo. Est-ce que c'est mieux? Oui, oui, c'est mieux. Désolée, on peut pas vous voir, mais maintenant on t'entend. Et je voulais vous dire, c'est un projet pilote de 3 ans qui va terminer à fin de janvier. J'ai entendu parler que c'était un échec. Et non, je veux donner un argumentaire. Je ne sais pas comment on décide qu'est-ce qui est un succès, qu'est-ce qui est un échec. Mais dans les 3 années depuis le projet pilote a commencé, on a vu une augmentation dans la réduction des décès. Alors, il y a eu une réduction de décès en Colombie-Britannique, une réduction des personnes arrêtées, une réduction des drogues qui étaient saisies par la police, une réduction aux appels aux ambulances, au 911, une réduction des diagnostics des personnes avec des désordres d'opiacés. Tous ces genres d'éléments de preuves dits par les données, ça a pu démontrer que ce projet pilote était un succès. Même si on a pu décriminaliser, rien a amélioré, mais rien s'est empiré, je dirais que ce serait un succès. Je veux juste souligner, la criminalisation ne fait rien pour répondre aux crises. Et c'est juste, tout le monde veut dire que c'est encore un échec parce que les personnes disent qu'ils voient plus de consommation publique. Mais c'est pas, c'est un sentiment, c'est une expérience individuelle, c'est pas les données. Parce qu'on a des personnes qui vivent en situation d'itinérance. Peut-être c'est plus visible, mais les personnes mélangent les crises de logement avec les enjeux de décriminalisation. Et non, non, et ils tirent les mauvaises conclusions. Et oui, oui, c'est très vrai. J'entends les personnes vont plaindre de la consommation ouverte des drogues. Oh non, mais vous êtes dans le lieu public parce que êtes en situation d'itinérance. Si tu es sans domicile fixe, où est-ce que vous pouvez utiliser vos drogues? C'est même expliqué de manière inflammatoire, provocateur, que le monde sent encore plus en crise fâchée contre les personnes qui consomment. Mais voilà, nous, on peut consommer d'autres substances dans le confort de nos propres maisons, mais si on est en situation d'itinérance, on peut pas consommer. Oh mon Dieu, Lisa, c'est tellement une bonne conversation. Tous les points que vous avez apportés. Maintenant, je pense qu'on est supposé aller à une période de questions des personnes participantes. Et maintenant, je vais essayer de réessayer le vidéo
Et Naja, s'il vous plaît, gênez-vous pas de me dire si il commence à avoir des problèmes avec mon audio quand la vidéo est... J'habite dans une zone un peu ruelle et des fois, mon Internet, c'est un peu moins fort ou moins stable que ça devrait être. Alors, droit croisé, ça semble que ça marche en ce moment. Naja, désolé, désolé, il y a tellement de questions. Est-ce que c'est moi qui fais la période de questions-réponses? Moi, ça me fait plaisir de vous aider parce qu'il y a tellement de questions. Euh, Plutôt, c'est un sentiment qui était vraiment, on a entendu un écho dans le clavardage et la question-réponse avant, je vais le lire parce que ça, c'est un qui était vraiment nommé de Tristan. Alors, quand le coroner est ignoré et quand on a des douzaines de comités, des panels, les rapports, quand nos marches, nos manifestations sont ignorées, quand la réduction de méfaits et les meilleurs produits comme quand tout n'est pas écouté, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on pousse? Comme, pourquoi est-ce que les personnes reçoivent ces postes de pouvoir? Pourquoi est-ce qu'on finance la recherche, mais puis c'est ignoré? Hum, Pourquoi? Oui, j'ai vécu les mêmes éléments de frustration comme coroner de chef. Je sais, où je travaille dans ma province, la représentation pour la protection de la jeunesse au niveau provincial, toutes ces personnes étaient autour de la même table et étaient d'accord. Mais les changements qu'il fallait mettre, c'est informé par la preuve. Et tout le monde est d'accord, même la police autour de la table était d'accord de arrêter cette criminalisation, mais je ne sais pas pourquoi ça a changé. Moi, je vois ces vagues conservatrices qui commencent à prendre le pouvoir politique, etc. Mais on a besoin de rassembler entre nous, joindre nos organismes, et ces organismes ont besoin de se coordonner, de repousser, faire cette riposte, se faire entendre. Les personnes qui vont juste plaindre à cause de la consommation des drogues publiques. C'est juste un antidote. C'est une petite histoire. C'est un récit. Et on ne devrait pas baser nos politiques sur une expérience personnelle, un petit quelque chose visuel. Non, ça devrait être basé sur la preuve, sur la recherche. Et on a besoin de mettre de l'avant la preuve, ces recherches de l'avant et forcer les personnes avec l'autorité politique de prendre des décisions de cette manière. Parce que c'est important pour nous. Désolée, Lisa, je pense que tu as besoin de fermer ton caméra encore une fois. Mais il faut qu'on démontre que ça, c'est important. Il faut pousser les personnes dans les postes électoraux de faire ces changements. Dans notre province, le Premier ministre de Colombie-Britannique, il faut l'écrire. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. Je peux vous dire, après 30 ans d'expérience dans le gouvernement, des fois, ça, c'est dur à pas écouter. Quand vous recevez trop de lettres sur les mêmes sujets, un après l'autre, oui, ça aide. J'ai dit qu'il faut pas lever vos voix. Il faut continuer à se faire entendre. Je pense que c'est très important. Merci, Lisa. J'essaie de regarder. Il y a deux autres questions que je voulais discuter. Il y a un par Beverly et un autre que Zoli a nommé. Beverly, la question, je pense que vous avez dit que vous avez quitté cette poste je- comme vous étiez changé. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi les vérités difficiles que vous avez vues? Et maintenant que qu'est-ce que t'aimerais que les personnes plus jeunes ou toi, avant cette rôle, que vous aurez dû mieux comprendre? Ça, c'est une question compliquée de qu'est-ce que j'aurais dû savoir. C'est clair, quand j'ai commencé cette poste, j'avais aucune idée que je serais impliquée dans une situation d'urgence de santé publique. De quelques années après, j'ai commencé en 2012 et c'est en 2016 que la situation d'urgence était déclarée.
Je pense qu'on a bien fait, qu'on a fait ces panels sur la revue Death Review, alors la révision de décès, qu'on a fait des recommandations avec le gouvernement. J'ai travaillé fort dans le milieu médiatique. Je pense que ça a aidé quand on avait des mises à jour autour le nombre du décès. On partageait les recommandations de nos panélistes, de la révision des décès. On faisait tellement sortir médiatique et je pense que ça a pu aider parce que les médias, il y avait un intérêt. Ils sortaient, on était capable de faire partager nos messages parce que ça semble qu'on était un peu en silo. Et maintenant, le monde sont silencieux, ils parlent pas. Et je pense que c'est en Colombie-Britannique, c'est de même, mais aussi dans d'autres provinces. Alors maintenant, je dirais, je serais plus stratégique. On a eu une bonne coalition en Colombie-Britannique avec plusieurs experts qui soutenaient les recommandations que nous, on portait. Je pense que maintenant, je serais plus stratégique avec nos communications autour du public. Je pense qu'on avait des attentes que le gouvernement allait partager les nouvelles avec la public et ils l'ont jamais fait. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de mécompréhension de notre secteur public qu'on aurait pu adresser parce que le gouvernement n'a pas fait. Et aussi la communication du gouvernement, c'était vraiment de faire sortir les personnes en situation d'itinérance et montrer que les personnes qui sont en situation d'itinérance sont les personnes qui consomment et c'est leur faute et c'est la majorité. Et je pense que ça, c'est vraiment intéressant que c'est nous qui avons besoin de travailler ces enjeux de communication et de faire cette éducation populaire parce que les gouvernements, non, 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 c'est pas leur compétence et leur stratégie, c'est vraiment de faire des boucs émissaires, de mettre une population contre un secteur de l'autre population et ils prennent toujours les groupes marginalisés, les secteurs de la population marginalisée pour mettre un blâme ou culpabiliser. C'est vraiment les boucs émissaires. Je pense qu'on a du temps pour une dernière question. J'ai une question de Zoé qui demande, est-ce que tu peux parler des chefs coroners et des officiers? On parle de Toronto ou ailleurs. Pourquoi est-ce que Colombie-Britannique est différent ici qu'ailleurs? Est-ce que vous parlez à d'autres provinces? En Toronto, en Ontario, ils ont fermé les sites d'injection et consommation supervisée. Les décès ont augmenté. La consommation a augmenté. Les réponses des urgences et paramédics ont augmenté comme tous ces enjeux. Et Zoé voulait corriger. On ne parle pas de Toronto, on parle de toute la province Ontario. Oui, je dirais à travers le pays. Et il y a tout un forum de coroners en chef. Et on reste en contact, on fait des réunions. Et il y a eu beaucoup de discussions à travers le pays. On discutait c'est quoi les défis et c'est quoi les enjeux de crise de toxicité des drogues. Et le gouverneur de chef dans chaque province et territoire est obligé de aller vers un gouvernement. Alors, les gouvernements sont drôles. Quand vous prenez un rôle, vous avez besoin de jurer que vous allez soutenir le gouvernement ou ce gouvernement en pouvoir. Il y a attention, vous n'êtes plus un officier indépendant. C'est pas un comité législatif qui vous donne votre poste. Euh, les officiers qui reçoivent leur rôle sont indépendantes. Ils ont un budget indépendant. Ils sont pas dépendants. Ils n'ont pas besoin de faire les retours au gouvernement. Les chefs coroner, les chefs des médicales ne sont pas des officiers indépendants. Ils ont besoin de retourner vers le gouvernement pour leur financement, pour leurs évaluations et tout ça. Alors, il fallait être stratégique dans nos communications. Selon moi, hein, le plus longtemps que j'avais ce rôle, et le plus longtemps que cette crise avançait, plus de nombre, les personnes qui décédaient, le deuil que je voyais, la tristesse à travers ces communautés,
Moi, je marchais une ligne très fine de qu'est-ce que je pouvais dire au niveau public. Parce qu'on pouvait apporter les découvertes de nos panels et nos recherches au public pour soutenir la santé publique. Et moi, j'ai vraiment pris cette loi au sérieux et j'ai poussé le limite loin. Mais Zoé, ce qu'elle a dit, c'est vraiment un crâne de silence, un silo de silence. Et que le gouvernement dit, ah non, non, il n'y a rien à voir dans ce coin-là, il faut pas regarder ça. Non, regardez les lits que nous avons financés. Non, non, pas parler des êtres humains qui étaient aidés. Non, 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 regarde l'argent que nous avons dépensé, regarde ces lits et comment les personnes qu'on peut détenir. Et malheureusement, il y a de moins en moins de journalistes, point, qui peut, et les gouvernements ne peuvent pas s'investiguer. Et quand ils parlent des lits, on veut parler des personnes. Et quand ils parlent des traitements, on veut les résultats. On veut savoir combien de personnes, pas leur réponse personnelle, non, combien de personnes, c'était quoi les résultats? Tout ce qu'on a vu à travers les années, c'est que ce genre de traitement, c'est inefficace à 100%. Merci. Euh, Judy, Lisa, est-ce que vous avez des réflexions avant que je fais des messages de clôture? Et merci, merci pour l'opportunité de parler avec vous. Je m'excuse pour mes défis euh, acoustiques et de connexion, mais ça c'est quand on travaille à la maison. Mais j'apprécie énormément que tout le monde porte soin à ces enjeux. Et merci Lisa, comme toujours, vous êtes passionnée, on apprend tellement. Vous avez quand même la passion qui est basée sur la preuve. On aime ça. Et c'est vraiment, ça fait du bien de voir tous les petits cœurs qui sortent pendant notre discussion. Alors, merci tout le monde. Merci Jody, merci Lisa. Merci à Coop Largo pour l'interprétation. Et je vais partager le lien pour notre prochaine série dans le clavardage. Merci tout le monde d'être ici avec nous, qu'on avait des commentaires vraiment énergétiques, mais aussi en respect. C'était pas facile de suivre le clavardage et écouter la discussion. Il y avait beaucoup de participation. C'était impressionnant. Et on va terminer à l'heure précis. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Vraiment, c'est impressionnant. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci.